Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir a dirigé le pays selon une logique qui ne vise à construire ni un État ni une économie sérieuse digne de ce nom, mais qui obéit à un double objectif: établir une économie de rente au bénéfice de décideurs et de leurs réseaux clientélistes et marginaliser le peuple, le diviser et le réduire au silence par la répression et la propagande. Le Soir d'Algérie, journal algérien proche du sérail du pouvoir, vient de lancer une bombe qui peut expliquer le malaise qui règne au sommet du pouvoir par rapport au deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune. Dans la une du même journal, Le Soir d'Algérie titre « Le complot contre la réélection de Tebboune ». On peut lire dans cet article « L'heure est grande manœuvre » pour les adeptes des complots qui tentent désespérément de déstabiliser l'Algérie. Le timing est loin d'être fortuit, puisque à la veille d'une échéance électorale aussi importante que la présidentielle, une opération portant le nom de Star 6, pilotée par des partis hostiles à l'Algérie et financée par un pays du Golfe dont l'hostilité à l'égard de l'Algérie n'est plus à démontrer, tente de saboter le processus électoral en empêchant une réélection du président sortant. Sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays, le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échanges et de débats contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. Pour combler ce vide sidéral, le pouvoir a cherché continuellement à réduire la vie politique à un interminable spectacle autour de la lutte des clans, des rumeurs et des fuites organisées. À un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle, le discours des complots refait surface. Un discours ancien et un peuple saturé par l'épouvantail des masses et des complots qui visent notre pays. Ce climat étouffant de coercition et de menaces où la peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire. Une politique étrangère est en effet subordonnée à la politique générale de l'État. Ce dernier définit et détermine l'intérêt national et les objectifs stratégiques à faire valoir vis-à-vis des autres États par la voie du travail diplomatique, comme la corruption, se nourrit du silence forcé, du clanisme, du clientélisme, de l'arbitraire, du musellement des médias autonomes et des contre-pouvoirs. Il est illusoire de croire à cette stratégie. La lutte contre la corruption, la récupération des fonds détournés ne sont que des effets d'annonce de l'Algérie nouvelle. La meilleure stratégie de lutte contre la corruption est la bonne gouvernance, la démocratie authentique et la libération du champ démocratique et des libertés. Un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens. 62 ans après l'indépendance, l'Algérie peine à trouver le chemin de la liberté et de la démocratie. L'histoire d'un pays, mais aussi d'un peuple qui a beaucoup souffert et surtout qui s'est énormément sacrifié pour arracher son indépendance. L'urgence est de décrypter la situation que vit notre pays. Après l'échec du régime à faire passer le 5e mandat en 2019, le soulèvement populaire a changé la donne politique en Algérie. Et cela pour toujours. Rien ne peut se faire sans l'adhésion du peuple. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro.
Algérie, complot contre la réélection de Tebboune ou guerre clanique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hassan Hirish, qui est docteur en sciences économiques, analyste politique aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Docteur Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Felak. Bonsoir Sinassar, bonsoir à vos invités que je vais découvrir au fur et à mesure. Bonsoir à votre équipe et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Hassan Hirish. On a le plaisir aussi d'accueillir Abdelrahim Moussawar, qui est enseignant universitaire, militant politique. Il est avec nous depuis Paris aussi, via Skype. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, bonsoir Azoul Filaoun. Je tiens à saluer chaleureusement Hassan, que je viens de découvrir. Il sera avec nous ce soir dans l'émission. À tous les invités, puis à tous nos téléspectateurs en Algérie ou ailleurs. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Abdelrahim. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Mnowar Djahdi, ancien député à l'Assemblée nationale, mais aussi ancien président de la Commission des transports et des télécommunications. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. C'est Mnowar Djahdi. Bonsoir, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sinassar, bonsoir à vous, à vos invités et à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre sur votre chaîne, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup Mnowar Djahdi d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi sur le plateau, pas aujourd'hui, notre ami Jamaldine Benchenouf est absent, mais on aura Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il sera avec nous sur le plateau. Juste un petit rappel donc à nos téléspectateurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de voir les sites des réseaux sociaux défiler donc sur l'écran ou sur le site web donc almagharibia.tv, comme vous êtes en train de le voir, youtube.com almagharibia-tv, Facebook, sur Facebook aussi le Magharibia TV channel, Instagram donc .com almagharibia-tv, et sur TikTok aussi .com @almagharibia-tv, sur Twitter donc almagharibia-tv, mais aussi sur Telegram donc almagharibia-tv. Vous pouvez nous suivre donc sur ces réseaux sociaux. On va commencer l'émission avec Dr Hassan Hirish. Hassan Hirish, donc je sais que vous n'avez pas réagi parce que vous étiez absent par rapport à la situation de la chaîne Al-Magharibia. Peut-être je vais vous laisser au début, avant de rentrer dans le vif des sujets de notre émission pour ce soir, cette campagne électorale, mais aussi cette élection, presque un peu plus d'une semaine de cette échéance électorale. D'abord, par rapport à la situation d'Al-Magharibia et par rapport à la situation aussi que connaît notre pays ces derniers jours, une vague d'arrestations, de répression. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, malheureusement, c'est bis repetita. Nous savons que déjà Al-Magharibia a été agressé à plusieurs reprises, mais particulièrement en 2019, lorsqu'on a essayé de la soustraire de satellites à partir duquel elle émettait, et elle émet toujours. Donc c'est un coup de plus. Hein. Je veux dire, tous les médias, malheureusement, qui ont une relative liberté d'expression, sont malmenés d'une façon ou d'une autre, particulièrement dans notre pays, mais malheureusement pas seulement dans notre pays, y compris du reste dans les pays dits démocratiques. Mais en ce qui concerne l'Algérie, c'est encore pire, dans la mesure où il y a eu carrément interdiction à certains médias comme celui de Hassan Al-Qadhi et de bien d'autres. Et puis maintenant, on s'attaque à des médias algériens établis à l'étranger. C'est évidemment, d'une part, inacceptable, et d'autre part, il ne faut pas se laisser entraîner dans cette spirale. Je crois qu'il faut résister pacifiquement, avec intelligence, sans proférer ni d'insultes ni quoi que ce soit. Il y a à l'intérieur du régime algérien beaucoup de cercles du pouvoir qui ne voudraient pas entendre autre chose que ce qu'ils disent, que ce qu'ils pensent, que ce qu'ils voudraient eux-mêmes émettre
comme idée, comme option politique, comme tout simplement avis sur ce qui se passe en Algérie. Or, ce qui se passe malheureusement ne fait pas plaisir dans la mesure où il y a une recrudescence, encore une fois, d'arrestations de militants connus et d'autres moins connus de façon totalement injustifiée. On assiste encore une fois, malheureusement, à des mesures répressives totalement inacceptables, inexpliquées, injustifiées surtout. Mais malheureusement, ça fait, comme vous l'avez dit dans votre éditorial totalement brillant et qui résume bien la situation, c'est un fait que nous connaissons malheureusement depuis 1962 et jusqu'à présent, parce que le système n'a jamais été réformé. Il ne s'agit pas évidemment d'invectiver les personnes, dans la mesure où, de mon point de vue, même les personnes au sein du pouvoir sont elles-mêmes victimes, pas de la même façon que les personnes arrêtées, réprimées, etc., mais elles-mêmes victimes de ce filet tendu depuis 1962, je dirais même depuis l'assassinat d'Abban Ramdan en 1957, et qui s'est accéléré avec le coup d'État de Ouari Boumediene, et qui, de plus en plus, enferme la société et même, encore une fois, ce qui active et pérennise ce système-là. Nous avons vu le sort de gens comme Rasdi Merbar, comme le général Mohamed Midiane, mais aussi Nzar qui a dû s'exiler, même s'il est revenu, etc. Donc, un certain nombre de personnalités politiques ou politico-militaires qui ont serré les vis pour que le système perdure et pour que le système enserre de plus en plus la société, eux-mêmes ont été victimes d'une façon ou d'une autre par ce même système qu'ils ont soit amplifié, soit aider à perdurer. Donc nous assistons effectivement à ce comportement des politiques qui voudraient que seul leur doxa officielle est le droit et que toute idée venant de l'opposition ou même de l'intérieur du système qui ne serait pas dans cette doxa est considérée comme une attaque. Et c'est le comportement, évidemment, d'un paranoïaque. Nous pouvons revenir là-dessus, je pense. Très, très bien. Reste avec nous, Hassan Hirsch. Juste pour rappeler, donc, on a été rejoint par notre invité sur le plateau, Adel Khalef, qui est consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous. Adel Khalef, c'est un plaisir de vous avoir. Très content. Marhaba bik. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci pour votre invitation. On va revenir bien sûr sur la situation politique en Algérie, mais aussi une question qui est revenue ces derniers jours par rapport donc aux déclarations de Ahmed Tebboune, qui a parlé donc de récupération des fonds qui ont été détournés. Et par rapport aussi aux déclarations d'Ahmed Tebboune, à la situation économique, rappelons ce qu'il a déclaré dans ce rassemblement à Oran, il a dit que l'Algérie est la deuxième économie de l'Afrique et il a dit aussi que l'Algérie est la troisième économie du monde. Abdelrahim Moussaoui, je vais vous donner la parole. D'abord, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer par rapport à la situation de la chaîne. On a entendu Hassan Hirsch, donc, qui a rappelé l'épisode de 2019 qu'a vécu la chaîne Al-Magharibiya juste avant les élections du 12-12. C'est du déjà vu, si on peut dire ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussaoui, et par rapport aussi au timing, la situation que vit notre pays? On est dans cette campagne électorale et beaucoup se sont posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une campagne électorale ou d'une campagne de répression? Abdelrahim Moussaoui. Merci Nassar. Encore une fois, je
Je salue nos compatriotes en Algérie ou ailleurs. Et je voudrais, à ce propos, justement, concernant le sort des médias alternatifs, des journalistes, on a vécu l'épisode Maghreb émergent, Radio M, ce média, cette radio qui, jusqu'à un certain moment, faisait dans l'ouverture du débat politique, social, économique. Et puis, ces derniers temps, ça se refait avec la chaîne d'Al Magharibia. Et je voudrais dire aussi que cette chaîne n'a pas arrêté, n'a pas cessé d'accompagner ce sursaut populaire du Hirak de 2019 à travers toutes les étapes qu'il a vécues. Cette chaîne qui donne la parole aux moindres militants, aux moindres citoyens pour exprimer sa vision des choses, pour exprimer peut-être ses opinions concernant la situation politique, économique et socio-culturelle dans notre pays, mais aussi d'apporter de faire dans la proposition. Aujourd'hui, peut-être, si on nous dit, vous qui boycottez, vous qui rejetez toutes les propositions faites par le système qui nous gouverne depuis 1962, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que la première des choses, nous ne sommes pas dans la proposition, nous sommes plutôt dans une analyse. Et malheureusement, ça se répète parce que la situation, non seulement elle n'a pas changé, mais ceux qui nous gouvernent ne veulent pas que les choses changent en Algérie, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes face à un danger imminent. Et ce qui demeure le plus grand danger pour notre pays, c'est l'entêtement des responsables, c'est l'entêtement du système en place. Quant à Al Magharibia, je pense que on n'est pas obligé d'aller sur 36 chemins pour apporter notre soutien, pour dénoncer, parce que là, il s'agit d'une dénonciation de coup de force, d'un harcèlement qui se fait contre une chaîne, comme ça a été le cas la veille des élections présidentielles en 2019, et ça se répète aujourd'hui en 2024, parce que nous avons une réalité en place, c'est que vous avez un système de gouvernance qui s'appuie sur des principes de division, de dispersion, mais qui a pour objectif la continuité et la pérennité. Et en face, nous sommes un peuple qui veut le changement, qui veut une alternance, qui veut des alternatives réelles pour que la dignité de la personne la dignité de la personne humaine soit respectée, mais pour que soient ouverts les champs politiques et médiatiques. Aujourd'hui, si on n'est pas dans un discours politique qui conforte les mascarades répétitives du système, on est rejeté du champ politique en Algérie, on est voire emprisonné. C'est là que je rends hommage aussi à tous nos compatriotes détenus politiques et d'opinion en Algérie. Par contre, une chaîne de télévision en Algérie aujourd'hui, qu'elle soit publique ou privée, n'est pas du tout la bienvenue quand elle fait appel à des personnes, à des militants, à des personnalités politiques, tout simplement à des structures politiques, syndicales ou associatives qui s'expriment dans le cadre de la réalité que vivent nos compatriotes, c'est-à-dire une réalité politique plurielle, une réalité médiatique, devant un système qui vante l'ouverture politique démocratique. On a la réalité en face qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui. Heureusement qu'il y a ces médias alternatifs, et c'est là que réside cette chaîne d'Al Magharibia, ainsi que les réseaux sociaux qui disent non. En Algérie, la réalité, elle est tout autre. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Menouar Djadi, je vais revenir vers vous. Vous êtes à Alger, bien sûr, un peu plus d'une semaine de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, on apprend donc ce titre, la une du journal Le Soir d'Algérie. Et là, on se pose la question, bien sûr, si c'est possible, nos amis de la régie, donc s'ils peuvent nous montrer donc la une du Soir d'Algérie, Le Soir d'Algérie, donc journal algérien, le complot contre la réélection de Tebboune. Il porte le nom de Code Star 6. Il détaille bien sûr qu'il y a un complot contre la réélection de Ahmadji Tebboune, un deuxième mandat. Comment peut-on lire ce titre
Simnour Djahdi, sachant que le journal Le Soir d'Algérie n'est pas très loin du sérail du pouvoir. Merci, Sénateur. Tout d'abord, je peux dire que depuis pas quelques semaines, vous avez dit, Sénateur, mais il ne reste que quelques jours avant la clôture de la campagne électorale des élections présidentielles du 7 septembre. Il ne reste que quelques jours. Ce ne sont pas la première semaine. Deuxièmement, je dirais que je me rappelle très bien, au début, bien avant comment dirais-je, la désignation des 3 candidats qui ont été retenus par l'instance compétente, les gens disaient que les élections du 7 septembre seront pires que les élections de 2019. Il y aura une abstention catastrophique qui ne dépasseront pas les 15%. La campagne arrive et les premiers jours, certains opposants, certains disaient que ils font appel au boycott. Que le peuple, le 7 septembre, il ne partira pas à voter, il ne partira pas aux urnes, etc. Donc, et certains gens critiquaient même la date des élections et l'intervalle de temps qui a été donné pour la campagne électorale. C'est les vacances, c'est l'été, etc. Maintenant, après le rodage, après la première semaine, nous voyons à travers le territoire national, le peuple s'intéresse. Toutes les salles sont pleines. Des 3 candidats et des autres, et les partis de part et d'autre, animer des meetings, des salles pleines, malgré les vacances, malgré l'été. Maintenant, ces derniers jours, nous avons entendu et certains gens qui critiquent certaines, je dirais, démarches du pouvoir, etc., mais dans la limite de la Constitution. Mais certains gens, samahamallah, ils ont franchi la ligne rouge. Maintenant, en insultant que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est un menteur, moi je l'ai entendu. Bon, je ne cite pas le nom, mais j'ai entendu, il traitait le président de la République comme un menteur. Il traitait l'institution militaire de mafia, qui s'accapare des richesses de l'Algérie. Et il disait que tous les mots, ils ont qualifié nos responsables de tous les mots possibles et imaginaires. Est-ce que ces qualificatifs, est-ce que ces qualificatifs font partie du complot dont a parlé Le Soir d'Algérie? Là, on parle de complot contre Abdelmajid Tebboune. On ne parle pas de complot contre l'Algérie. Je viens. Le trafic d'armes de Bjaya, c'est un exemple. L'organisation terroriste du MAC, c'est un exemple, non? Ce qui s'est passé à Tiaret, une commune de Tiaret parmi les 20 communes et sur les 1541 communes dont dispose l'Algérie. Alger. Troisièmement, tous les chiffres qui ont été donnés, et malgré, en économie, on dit qu'un objectif, il doit être quantifiable, datable et tourné vers le futur. Donc il doit répondre aux 3 questions. Notre président, notre candidat, que nous soutenons, nous, en tant que FLN, en tant que Front de la Libération Nationale, et d'autres partis, bien sûr, à chaque sortie, il donnait des chiffres précis. Très bien. Simnour, samahni. معليش, parce que c'est très important. Pour ce que vous êtes en train de dire, il faut que ça soit logique et on doit se poser aussi des questions par rapport à votre argument. خلينا نهضروا على les chiffres. On va revenir, ça c'est les déclarations d'Abdelmajid Tebboune pendant cette campagne électorale. On va écouter ce qu'il a déclaré. مع بعض نطلعوا بلادنا، رانا خرجنا من التخلف الكلي، رانا ماشيين للتقدم ان شاء الله ان شاء الله. قلتها ونزيد نكررها ومسجله عندكم ومسجله في صندوق النقد الدولي ومسجله في البنك العالمي ان سنه 2027 الدخل القومي تاعي يصبح 400 مليار دولار.
ثم نصبح دولة ناشئة، يعني تتشابه كثير مع بعض الدول تاع جنوب أوروبا. نصبح الاقتصاد الثاني في القارة، وانتم تشاهدوا 2019 اليأس اللي كان موجود عند الجزائريات والجزائريين. يعني حتى اللي كان متفائل كان يائس. اليوم من المؤخرة تاع الترتيب أصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم، وما جاش هكاك. سي منور جعدي، يعني انت دائما تحب les chiffres, يعني vous aimez argumenter avec les chiffres, c'est une très bonne chose. Maintenant, quand les experts économiques écoutent ce discours, ils essaient donc d'apporter des clarifications. Vous êtes en train de dire que ceux qui critiquent Ahmed Tebboune par rapport à ce qu'il dit, ils l'accusent de menteur. Bon, même les invités qu'on a invités ici, donc ils apportent des arguments, mais ils disent pas c'est un menteur. Mais il a une responsabilité de rendre des comptes aux Algériens. Et quand il dit des énormités, on est obligé de se poser des questions. Quand il dit que l'Algérie, c'est la deuxième économie de l'Afrique, et quand il dit juste après que l'Algérie, c'est la troisième économie du monde, on se pose la question, est-ce que ce président, il est normal? Merci de m'avoir posé encore une fois cette question et vous me donnez un peu de temps pour que j'éclaircisse ce point. Et vous avez devant vous un expert financier et économique. Et M. Harris aussi, c'est un économiste. Il faut savoir lire entre les lignes. Notre président a dit qu'avec un PIB de 400 milliards de dollars, en 2027, l'Algérie deviendra deuxième puissance économique de l'Afrique. 1. 2. Après, il a dit, aujourd'hui, nous sommes la troisième puissance économique mondiale. Bon, il voulait tout le monde, qu'il soit expert ou non, profane ou non, et tout le monde comprend que notre président voulait dire, aujourd'hui, nous sommes la troisième puissance économique de l'Afrique. Ça, il ne faut pas. Maintenant, tellement que vous n'avez rien à dire sur ce qui a été réalisé depuis 2019, bon, je m'excuse du terme, vous cherchez des. Hein, je ne termine pas cette phrase. Et si vous permettez, si on a ça, à la dernière fois, l'émission d'avant-hier, moi, je n'ai pas qualifié vos invités de menteurs. Non, hacha, je respecte les gens, je respecte ceux qui me respectent. J'ai dit que vous donnez des chiffres, des faux chiffres. Vous donnez chaque fois des chiffres erronés. Mais je n'ai pas qualifié vos invités de menteurs. Hacha. Très bien, mais pourtant, c'est منور. Pourtant, les chiffres erronés, c'est Ahmed Tebboune qui les donne. Quand il a dit 1 milliard 300 millions de mètres cubes qui seront... c'est la quantité de l'eau, du dessalement de l'eau quotidien, journalier. Les experts, ils se sont posé la question, comment peut-on avoir ce chiffre quand il parle... Ces chiffres de 1,3 milliard de mètres cubes existent, ces massacres existent bel et bien. Les unités dessalement d'eau de mer, les 14 plus les 6 qui vont être réalisés à la fin du mois, l'Algérie aura atteint 1,3 milliard de mètres cubes an d'eau dessalée. Ça, c'est un chiffre. Maintenant, si vous avez dit, M. Abdelmajid Tebboune a dit, par exemple, 800 mètres cubes, 800 000 mètres cubes jour, ou 600 mètres ça se comprend. Mais le chiffre qui a été annoncé par notre président aux Nations Unies existe bel et bien. C'est 1,3 milliard de mètres cubes an de l'eau dessalée. هو قال جور ما قالش on. معليش. Et sur 1,3 milliard.
Eh, mais خلينا معليش, on va parce qu'il y a une question qui est très importante. On va la poser bien sûr avec vous, mais aussi avec notre invité sur le plateau. Il a parlé, il a avancé aussi des chiffres par rapport donc à l'argent récupéré ou là des fonds qui ont été détournés à l'étranger. Si c'est possible, soundbite one aux amis de la région. On va l'écouter ce qu'il a déclaré et je reviens à vous, Mnowar Jahdi. نلتزم باش نرجع الاموال هذه وترجع ان شاء الله، لان لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100%، ماناش عارفين الحجم الحقيقي، ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100% فيش في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. وراكم شفتوا انتم الحيل. علاش انا ملي نقول الجزائر الجديده، الجزائر الجديده على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها. الاموال الضخمه اللي تهربت. On a des estimations؟ لا با ديستيماسيون، لان تهربت لمده 10 سنوات ماهيش ولا 12 سنه، ماهيش في دفعه واحده ولا. هو الشيء الايجابي ان الدول الاوروبيه وانا شاكرهم اغلبهم يعني مدوا لنا يد المساعده ومستعدين باش يديروا تحريات معنا، وفي حال اكتشاف الاموال هذه مستعدين باش يحولوهم يرجعوهم للاصل نتاعهم، يعني الخزينه الجزائريه، بشرط اننا نحترم الاجراءات القانونيه فقط. وراها ماشيه بالنسبه لبعض الدول، بالنسبه لبعض الدول فيه ممتلكات ظاهره، فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم الجزائر. Mnowar Jahdi, très rapidement, parce qu'on doit donner aussi la parole à nos invités. يعني des chiffres qu'il a avancé à Majid Tebboune par rapport donc à l'argent détourné. Beaucoup d'experts se sont posé la question sur ces chiffres donc qu'il a donnés, mais aussi les mécanismes utilisés pour récupérer donc ces fonds détournés. Bon, ça c'est un peu de temps, ça nécessite un peu de temps si on a fait, parce que moi, tout d'abord, il faut reconnaître, il faut saluer notre président Abdelmajid Tebboune du courage. Je n'ai jamais entendu parler d'un président au niveau de ce globe terrestre, d'avoir récupéré, de combattre la corruption et les détournements des deniers publics comme cet homme intègre. C'est un homme fidèle à l'Algérie et à son peuple. Il faut le saluer. Ce qu'il a dit, qu'on a récupéré 30 milliards qui se trouvaient dans des comptes bancaires de cette mafia qui détournait les deniers publics. Il a dit autrefois que l'État a récupéré des biens, plus de 80 biens qui a été récupéré. Parmi ces biens, ça contient une unité de production de sucre, d'huile, des tuyaux en PVC, des tuyaux en béton, en fonte, etc. Que d'ici la fin du mois, de l'année, commence à produire et recruter des gens. Maintenant, en ce qui concerne l'argent qui se trouve maintenant à l'étranger, vous savez qu'il y a des pays de paradis fiscaux. Comme Panama, comme Hong Kong, c'est de l'argent, c'est opaque. C'est très difficile de dénicher qui appartient à qui, avec même les 700 comptes bancaires qui se trouvent aussi en dehors de l'Algérie, qui a été annoncé par notre président. Maintenant, certains biens, comme à l'hôtel de Barcelone en France et ailleurs, avec des noms bien connus, avec des personnes bien connues, il a dit l'Algérie va récupérer à court terme ces biens, parce qu'ils sont connus. Maintenant, il y a des pays, comme par exemple la Suisse, où il y a des conventions entre États, il y a des gens qui ont été jugés en Algérie avec des preuves tangibles, palpables. C'est fort possible, d'ici peu de temps, l'Algérie peut récupérer avec certaines collaborations de certains pays combien
comme il a dit notre président, moi personnellement, je ne peux pas avancer le chiffre, mais il y a aussi des chiffres qui se trouvent à Hong Kong, à Panama, même en France. Même en France, il y a certaines personnes ouvert le compte à sa fille, à son fils, à son voisin, etc. C'est très, très difficile de dénicher ou de récupérer ces... Très bien. Mais la chose qui est certaine, c'est la seule, qu'il faut reconnaître que nous avons un président courageux. Il est courageux, il faut le saluer. Il est en train de combattre la corruption. Et, Inch'Allah, le peuple est derrière lui. Pour Inch'Allah, il va récupérer tout l'argent qui a été détourné. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Menawar Djadi. Adel Khalif. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous avez entendu donc Menawar Djadi qui dit qu'il faut donc encourager Ahmed Tebboune parce qu'il est en train de faire le nécessaire pour essayer de récupérer donc l'argent qui a été détourné. C'est des milliards de dollars. Quel est le dispositif mondial de lutte contre l'argent de la corruption d'après vous, Adel? Alors, encore une fois, merci pour votre invitation. En réalité, il y a un dispositif international. Il y a d'abord, dans le Conseil fédéral helvétique en Suisse, le monsieur qui parlait un instant avait mentionné donc, la Suisse. Donc je vais rebondir sur ce point, comme ça je peux vous confirmer ce qu'il disait, il n'avait pas tort. Mais bon, j'explique un peu le fonctionnement. Donc, il y a un dispositif qui est basé sur ce qu'on appelle les PPE. Les PPE, c'est les personnalités politiquement exposées. Donc ça, c'est un dispositif juridico-technico-financier qui a été mis en place par les autorités helvétiques, la Confédération fédérale helvétique, pour donc d'abord traquer l'argent qui a été détourné par X, Y, certains gouvernements, etc., qui d'ailleurs est en charge d'essayer de recouvrir aux fonds qui ont fait l'objet de détournements dans la période du printemps arabe. Et il y a aussi le dispositif qui a été mis en place par la Banque mondiale en 2003 et qui est le CNUCC, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies du combat contre la corruption. Alors, le fonctionnement, et il faudrait expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Le fonctionnement, c'est qu'il faut lancer des commissions rogatoires. Qu'est-ce qu'est une commission rogatoire? Comment elle fonctionne? Alors, une commission rogatoire, c'est un magistrat instructeur dans un cadre pénal qui engage une procédure à travers un canal diplomatique et qui, par ce canal, donne ses pouvoirs à un homologue qui se trouve dans un autre pays, en l'occurrence par exemple la Suisse, et donc ça passe par une notification d'abord à la représentation diplomatique du pays où le magistrat désire donc engager cette commission rogatoire, donc l'ambassade de Suisse à Alger. Après, à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice, ils saisissent les autorités helvétiques, reçoivent la commission, la transfèrent à un autre magistrat instructeur. Donc il, lui, devient ce qu'on appelle un fondé de pouvoir. Il représente donc le magistrat algérien qui est donc, encore une fois, la base de l'action. Maintenant, l'un des problèmes majeurs auxquels l'Algérie est confrontée aujourd'hui, pourquoi nous n'arrivons toujours pas à avoir des commissions rogatoires qui aboutissent? Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos magistrats en Algérie ne sont pas suffisamment bien formés dans le crime économique. Et ça concerne aussi, il y a des aspects techniques, juridiques, de jurisprudence, de mécanismes techniques très sensibles, très techniques. Parce que, attention, de l'autre côté, vous allez avoir affaire à des institutions financières. Vous savez, monsieur, il n'y a pas plus juridique qu'une banque. Donc on ne peut pas aller taper sur la porte d'une banque, même si on emprunte une commission rogatoire, et dire « Ah, vous savez, l'argent qu'il y a chez vous est à moi ». Donc vous passez par un dispositif très sensible, qui peut prendre des années. Donc ça, c'est la commission rogatoire. Maintenant, ça c'est le modus operandi. Maintenant, une fois que ce dispositif est enclenché, le problème, c'est que, comme je disais il y a quelques minutes, le problème, c'est que
la Suisse ou d'autres pays où envers qui ou là où l'Algérie a engagé de commissions rogatoires ont été confrontés à des difficultés juridiques. Pourquoi? Parce qu'au départ, la demande a été mal formulée, mal faite, mal présentée. Si vous allez, par exemple, je donne un exemple qui peut éclaircir l'opinion publique, vos téléspectatrices et téléspectateurs. En donnant un exemple concret. Par exemple, vous voulez aller sur un projet qui a été lancé par un des oligarques, n'importe lequel. Khalil Flan a engagé tel projet a engrangé tant d'argent. Bon. Il ne faut pas oublier une chose, monsieur. Le problème, c'est que l'erreur, non pas du président, parce que moi je pense que le président de la République, vous savez, un président de la République, quand il parle, tout le monde l'écoute, même s'il a tort. Parce que c'est le président de la République. C'est une personnalité publique. Par contre, moi je pense que le problème n'est pas le président de la République, c'est un dispositif autour de lui, qui est surtout caractérisé d'incompétence, si je puis me permettre le terme. Pourquoi? Parce que le mécanisme pour aller chercher l'argent à l'étranger est très sensible et très technique. Il peut durer des années et des années et des années. Donc, si vous allez essayer de récupérer les fonds qui ont été détournés par un des oligarques, le problème, monsieur, c'est que dans son contrat, dans son dossier, quand on le juge, on va se mettre à la place du magistrat instructeur helvétique, de l'autre côté. Il reçoit un dossier. Il a une demande formulée par son homologue algérien. Voilà, moi j'ai besoin de récupérer ça et ça et ça, relatif à telle personne, etc., etc. Le problème, c'est que le magistrat helvétique, le Suisse, maintenant, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a un contrat en bonne et due forme qui a été signé entre l'entreprise de l'oligarque et un autre fournisseur à l'étranger. Donc un contrat juridiquement en bonne et due forme. Il a un business plan, il a des factures et il a des paiements. Donc techniquement, il n'y a pas d'incohérence technique, il n'y a pas de problème. Donc le magistrat suisse se trouve face à un problème parce qu'il ne voit pas de... Or, si le magistrat algérien avait bien construit et bien formulé sa demande en expliquant comment, c'est là où il faut avoir ce qu'on appelle de la veille économique. Donc la veille économique, c'est quoi? On engage la cellule de recherche économique algérienne qui sise dans l'ambassade d'Algérie à Genève. Cette dernière engage des recherches dans le marché, fait des contacts avec des gens, pose des questions, on fait un travail d'intelligence, d'investigation. On essaie de suivre le parcours de telle personne avec telle personne, tel contrat, telle compagnie, etc. On remonte. C'est pour ça que nous avons un problème d'intelligence à l'étranger, donc services d'enseignement économique à l'étranger, ils ne sont pas efficaces. Nous avons donc un problème de jurisprudence, de magistrats qui ne sont pas formés, et donc on est confronté à des problèmes juridiques, techniques, qui rendent la mission très très difficile. Et quand il dit à Majid Tebboune, par exemple, vous l'avez entendu dans ses déclarations, qu'on est en train de faire le nécessaire pour récupérer cet argent qui a été détourné. Il avance des chiffres, il avance aussi des biens. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? En quelques années, on peut arriver donc à récupérer ces années. Là, vous pensez que c'est des effets d'annonce comme vous l'avez expliqué, ça prend beaucoup de temps à récupérer de l'argent qui a été détourné. Oui, parce que le concept en lui-même, il est mondial. Quand on parle de l'argent détourné, je vais vous dire c'est quoi déjà à la base l'erreur de communication qui a été commise. Parce que moi je pense, encore une fois, je vais être précis, moi je suis ici ni pour protéger le président, ni pour l'attaquer non plus. Je parle dans mon cadre professionnel précis. Vous êtes, il faut le préciser, donc vous êtes expert donc, dans le système bancaire et financier aussi. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de nous éclairer techniquement par rapport à cette question. J'essaierai de faire de mon mieux. Alors, non, parce que c'est très important, à mon avis, pour moi, c'est très important, parce que ça, c'est une question qui concerne tout le peuple, tout le pays, y compris le président, y compris le gouvernement. Donc c'est très important pour eux d'avoir peut-être parfois quelques éclaircissements, si ça peut aider. Alors, dans le monde entier, le dispositif s'appelle Assets Recovery. C'est un dispositif international, il n'est pas propre à la Suisse. Encore une fois, il est lancé par la Banque mondiale, il est lancé par les Nations Unies, il est lancé d'abord, il a démarré en 2001 par le Patriot Act qui a été lancé par George W. Bush
suite aux attaques du 11 septembre, parce qu'il fallait traquer l'argent de la corruption, du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. Donc il y a un dispositif qui a été mis en place et donc qui a après débouché vers d'autres dispositifs, en l'occurrence celui de la Banque mondiale via le CNU-CC, donc encore une fois la Convention des Nations Unies du combat contre la corruption. Alors, est-ce que l'Algérie a lancé des procédures que le président a annoncées? Oui. Est-ce qu'il a menti? Non. Est-ce que ça a réussi? Non. Je vous donne un chiffre officiel. On estime aujourd'hui les montants, ou le montant, pardon, global de l'argent qui a été recouvert. Donc, Assets Recovery. Et ça, c'est les estimations de la Banque mondiale qui ont été donc confirmées par la Confédération helvétique parce qu'une partie de cet argent, c'était la Suisse. Le montant global qui a été donc récupéré dans le cadre des relations latérales et bilatérales, bilatérales et multilatérales, est de 4,9 jusqu'à près de 5 milliards de dollars. Ça, c'est à l'échelle mondiale depuis les 25 dernières années. Donc si d'autres disent qu'on a récupéré 20 milliards, ça veut dire qu'eux, en 5 ans, ils ont fait plus que toute la planète en 20 ans. Donc on est dans un non-sens et une irrationalité complètement abyssale. Donc, mais on va rester quand même dans l'objectivité des chiffres et des choses. L'Algérie a certes engagé des procédures. Ces procédures vont durer. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui est très important, et je pense qu'il faut passer à la deuxième partie de votre question, est-ce que nous avons récupéré quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer beaucoup plus sur la qualité des relations diplomatiques de l'Algérie avec les pays où se trouve cet argent. Parce que le plus gros du problème n'est pas d'enclencher les procédures et les commissions rogatoires. C'est les relations diplomatiques. Même pas. Il y a un autre problème qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Le problème, c'est traquer l'argent. Où est cet argent? Que pouvons-nous faire pour trouver cet argent? Et là, vous êtes confronté à une montagne. Pourquoi? Parce que l'argent qui est parti, je ne veux pas faire de publicité, mais je donne un exemple. D'accord. Il y a un promoteur algérien, donc en détention, et je vais revenir sur ce point parce que c'est très important, parce que sachez une chose, monsieur, les banques ont une relation particulière avec leurs clients. Vous savez, quand un client d'une banque est en détention, ça crée un autre problème. Ça rend le problème beaucoup plus difficile. Parce qu'une banque ne reçoit pas d'ordre de son client en détention. Donc ça met l'Algérie dans une situation juridique un peu plus difficile. À l'étranger, hein, en tout cas, je dis. Alors, première erreur de l'équipe et du système entourant le président de la République, c'est d'avoir annoncé que cet argent est l'argent de la corruption qui a été détourné. Monsieur, quand vous dites ça, ça veut dire que vous êtes en train d'informer l'opinion internationale que cet argent n'est pas l'argent qui a fait l'objet de transactions et d'opérations économiques, saines, professionnelles. Par contre, hélas, c'est un argent qui a fait l'objet de détournement, de corruption. Donc on rajoute une autre couche de difficulté. Parce que là, les banques, elles vont enclencher le système du CNE-CC et dire, hop, red flag. Attention, vous avez dit quoi? Ah, corruption. Ah, détournement. Donc, on va geler cet argent par mesure conservatoire. Et donc ensuite, une fois qu'il est gelé, il est interdit d'utilisation, parce que vous savez, une banque, quand elle gèle de l'argent, elle peut utiliser cet argent. Dans ce cadre-là, non, c'est interdit, parce qu'une banque ne peut pas utiliser un argent, même si elle le gèle, sachant que cet argent, son origine initiale, est une corruption ou un détournement. Donc, la mission devient encore beaucoup plus dure, et d'autres personnes qui ont donc détourné cet argent, attention, ils diversifient les investissements. Le monsieur tout à l'heure parlait de paradis fiscaux. Encore une fois, il n'a pas tort. Mais moi, j'explique le quoi et le comment. Un paradis fiscal, c'est quoi? C'est un endroit où on peut créer une société. Une trust. Ils utilisent des trusts. Je pense que vous devez savoir ce qu'est une trust. Une trust est une entreprise, pour que les gens comprennent, dont le statut juridique donc, de ses actionnaires est inconnu. Mais on ne sait pas qui est l'actionnaire de cette entreprise. On ne sait pas qui possède cette entreprise. Donc juridiquement, on ne sait pas si ça appartient à X ou à Y. L'argent qui est déposé sur le compte bancaire ouvert sur les livres d'une banque qui se trouve dans un paradis fiscal, Panama, Chypre, Dubaï, you name it, n'importe quel paradis fiscal, là,
cet argent est ensuite diversifié en investissement dans le tourisme, dans l'industrie, dans des pays où des emplois ont été créés, où il y a de l'activité économique, donc créatrice de richesse. Donc, si vous n'avez pas de bonnes relations diplomatiques avec le pays où se trouve cet argent ou cet investissement, ça rend encore la chose beaucoup plus difficile. Et là, encore une fois, c'est une autre faille parce que nous n'avons pas de veille économique à l'international. Donc voici le dispositif. C'est beaucoup plus difficile ce que les gens pensent. Très bien, restez avec nous, Adel Khalif. Hassan Hiresh, je vais revenir vers vous, bien sûr. On en a discuté par rapport à la situation économique. Mais j'aimerais revenir donc sur cette une du soir d'Algérie, donc qui parle de complot contre la réélection de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hiresh? Juste donc le timing de ce titre et le timing de ce complot. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hiresh? Si vous me permettez, je vais juste revenir un tout petit instant sur ce qui vient d'être dit précédemment, sur la récupération du bien à l'étranger. Ensuite, je répondrai à votre question. Je pense effectivement que l'Algérie s'est mal pris jusque-là, comme le disait votre invité Adel Khalif, qui lui est expert dans ce domaine, alors que ce n'est pas du tout ma spécialité. N'empêche qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer l'argent qui est dans les banques, et effectivement, nous sommes confrontés au secret bancaire, et évidemment, c'est extrêmement difficile de percer ces secrets bancaires, et qu'il faut des procédures judiciaires extrêmement pointues pour pouvoir y accéder, et on y met beaucoup d'intelligence, beaucoup de temps et beaucoup de relations. Mais aussi, il y a les biens mal acquis qui concernent notamment des pays comme la France, l'Europe d'une façon générale, mais particulièrement la France, l'Espagne, Dubaï, les grandes villes de Turquie, où un certain nombre d'oligarques ou même d'officiels algériens, qu'ils soient dans le civil ou dans l'armée, ont investi, ont acheté de l'immobilier, de l'hôtellerie, etc. Et qui sont extrêmement difficiles à pister dans la mesure où il y a essentiellement des prête-noms. C'est-à-dire qu'évidemment, les officiels algériens, encore une fois qu'ils soient civils ou militaires, ou même dans la justice ou dans les affaires, ou même un certain nombre de personnes dans l'administration, etc., ont pu, soit dans des affaires de surfacturation, soit dans des affaires aussi de demande d'un certain pourcentage pour les tractations, pour les marchés, où souvent on parle justement des fameux 10%, 10 à 20% qu'on demande pour pouvoir octroyer un marché à une entreprise étrangère. Je donne un exemple concret que je connais personnellement et que j'ai travaillé beaucoup avec des entreprises du CAC 40 comme consultants qui ont travaillé en Algérie, qui ont investi en Algérie et qui sont obligés de passer par des entreprises soit turques, soit égyptiennes, soit émiraties pour pouvoir y travailler. C'est-à-dire que officiellement le marché appartient aux grandes entreprises de ces pays que je viens de citer, mais que le travail est fait par Vinci, par la RATP, par Entrepose, par un certain nombre, par Total, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. J'y suis intervenu au moins une dizaine de fois. C'est le fameux complexe gazier de Skikda. Il y a un terminal gazier qui avait explosé il y a quelques années de ça, et donc il a été refait à neuf.
Et en fait, le marché appartenait à Orascom. Je me souviens très bien qu'il y avait 3 ingénieurs, 2 ingénieurs libanais et un ingénieur égyptien, qui étaient les interlocuteurs aussi bien des pouvoirs publics que des sociétés qui travaillaient. Et ceux qui faisaient le travail, c'était Vinci et KBR, c'est-à-dire une société française et une société américaine. Et donc, en fait, ils n'avaient pas le marché directement parce qu'ils ne voulaient pas justement accéder à la demande de céder 10 à 20% du budget qui était prévu, donc en termes de corruption. Et pour pouvoir justement prendre une partie de ce budget-là, les fameux 10 à 20%, on est passé par une société, Orascom, qui acceptait, elle, de marcher dans cette combine-là. Et donc cet argent, évidemment, soit est placé dans les banques, soit a servi à acheter de l'immobilier dans un certain nombre de pays occidentaux ou ailleurs, ou orientaux. Et donc, les procédures vont être extrêmement difficiles. Mais pour répondre à votre question fondamentale, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Mais, comme l'a souligné Adel Khallaf, que je salue, dont l'expertise semble évidemment évidente, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de technicité et effectivement des relations diplomatiques apaisées, une démarche sur le moyen et le long terme et une expertise particulièrement pointue du côté algérien. Très bien. Voilà. Maintenant, quant à votre question sur le complot, il est évident qu'il y a des complots. Je veux dire, ce n'est pas propre à l'Algérie. Le mot est peut-être mal choisi parce que c'est un peu paranoïaque de parler de complot, mais il y a évidemment des pressions. Il y a évidemment des lobbies de grandes puissances qui voudraient que l'Algérie s'oriente vers tel ou tel objectif économique, géopolitique, stratégique, etc. Et qui donc ont des relais à l'intérieur des différents cercles du pouvoir, parce que malheureusement l'Algérie, comme chacun le sait, est un pays multicéphale, et donc évidemment ces puissances-là influent par des lobbies de toutes sortes, influent donc sur le cercle algérien pour aider ou au contraire mettre les bâtons dans les roues. Et là, ça nous rappelle aussi la question qu'on s'est posée il y a quelque temps de là, Hassan Hirj. Est-ce qu'il y a consensus par rapport donc à un deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune? Quand on lit... Je pense que s'il y avait consensus, il n'y aurait pas justement ces groupes de pression-là. C'est parce que justement il y a dissensus que des lobbies, des pays qui ont des intérêts extrêmement importants en Algérie, des pays justement comme les Émirats arabes unis, mais aussi comme la Turquie, comme la France, les États-Unis, la Russie et beaucoup d'autres, ont tout à fait intérêt à influer pour que l'Algérie s'oriente dans l'axe de leurs intérêts et d'encourager les équipes qui leur sont favorables. Donc il est évident qu'il y a des pays qui pensent que Abdelmadjid Tebboune va à l'encontre de leurs intérêts, et visiblement, d'après ce que je lis dans la presse, notamment aujourd'hui dans le Soir d'Algérie, mais ce n'est pas la première fois, les Émirats arabes unis qui sont liés, comme chacun sait, à Israël et au Maroc particulièrement, et aussi au Marshal Haftar,
et qu'ils aident justement à prendre le pouvoir en Libye, donc qui vont à l'encontre évidemment des intérêts de l'Algérie. Et donc il y a un rapport de force à l'échelle internationale, mais aussi toute l'instabilité dans le Sahel, où ces pays-là que j'ai cités jouent un rôle extrêmement important. Et malheureusement aujourd'hui, ce qu'on constate, et qui n'existait pas avant, c'est la jonction entre ces pays et le groupe Wagner, qui appartient évidemment à l'étranger. Hassan Herj, votre analyse est très claire. La question que se posent les Algériens aussi, et peut-être cette question est destinée à notre ami Abdelrahim Oussawar, c'est que quand on gère le pays de la manière dont il a été géré depuis 2019, cette répression qui s'abat sur tous les voix discordantes, ce déni de réalité de la situation de notre pays. Est-ce que vous pensez que aussi elle expose notre pays à des complots dont vous avez cité Hassan Herj? Abdelrahim Oussawar, la question est à vous. Effectivement, toutes ces questions d'ordre régional, international, diplomatique ou même qui touchent à la finance à l'international concernant les biens mal acquis, concernant les détournements de fonds publics, concernant les investissements illégaux, que ce soit d'anciens dirigeants ou de ceux qui sont même aujourd'hui c'est-à-dire aux commandes en Algérie, cela ne peut pas être dissocié de la question nationale et au-delà de ça, et c'est la base de toute, de la question populaire du peuple. J'aimerais dans ce sens, avant de donner un aspect global à ma réponse, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites notamment par notre compatriote Monsieur Djadi qui s'affiche clairement et bien sûr c'est son droit et c'est son rôle à jouer en tant qu'ancien député du FLN, qui s'affiche clairement du côté de Tebboune, qui en soutient la candidature, mais il y a des questions qui se posent pour que les débats politiques publics aient un minimum de crédibilité. Il ne suffit pas de reprendre des chiffres qui ont été dits, des chiffres qui sont annoncés de façon pharaonique, alors que si on regarde de près ce qui concerne notre pays, l'Algérie, je pense que malheureusement, l'Algérie fait partie de ces pays où, lorsqu'on cherche des réalités, quand on cherche des sources, ou plutôt des chiffres véridiques, on est toujours, c'est-à-dire face à un mur opaque, et c'est là que je dirais peut-être invectiver ou insulter des personnes n'est pas acceptable, mais quand on parle du mensonge d'État, c'est que ce mensonge, c'est que ce piétinement de la vérité, c'est que le piétinement des libertés fondamentales, y compris le droit à l'information, soit bien sûr, c'est-à-dire n'a jamais eu lieu, avec soit le système d'avant février 2019 ou sa continuité jusqu'à aujourd'hui. On parlait du dessalement de l'eau de mer, on parlait de l'exportation des véhicules qui se feraient à partir de 2023-2024, on parlait de l'augmentation des salaires de 47%, les salaires de ceux qui travaillent dans la fonction publique, et en contrepartie, à un certain moment, il y a 1 an ou 2 ans de cela, pendant plusieurs mois, des fonctionnaires dans le secteur public, dans certains domaines, n'ont pas touché leur salaire pendant 5-6 mois. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de dire la réalité, de dire la vérité au peuple, on les porte, mais arriver à des échéances électorales d'envergure qui seraient importantes dans un état de droit comme l'élection présidentielle, on nous annonce des chiffres, des promesses ont été faites de 2019 jusqu'à 2024. Aujourd'hui, elles sont reportées jusqu'à 2026-2027. Et on dit que l'argent a été récupéré, et ce n'est pas de cette façon, de cette facilité qu'on expose les choses politiquement. Quand on parle de cette personne intègre, excusez-moi, Monsieur Djadi, quand vous dites il faut le saluer, il faut reconnaître son intégrité, excusez-moi, non.
Je ne reconnais pas son intégrité parce qu'il y a un fait réel, si on veut revenir un peu en arrière, entre 2012 et 2017, Abdelmadjid Tebboune était ministre de l'Habitat. Et nous avons des témoignages de sociétés, de petites et moyennes entreprises en Algérie qui faisaient des travaux de construction avec, bien sûr, des infrastructures publiques qui ont été arrêtées à un moment donné et remplacées par des sociétés turques. Ça n'a pas été ramené par n'importe qui. C'était Abdelmadjid Tebboune aux commandes qui avait ouvert la porte à des sociétés étrangères. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez des salariés et des entreprises algériennes qui faisaient du travail à ce moment-là, qui sont, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas eu leurs droits financiers. Abdelrahim Moussaour, désolé Abdelrahim Moussaour, mais aussi de l'autre côté, ceux qui disent qu'Abdelmadjid Tebboune a rendu la dignité aux jeunes chômeurs, aux étudiants. On va l'écouter par exemple, on va écouter le fils de Bengrina dans ce passage et je reviens à vous juste après. نحضر اليوم أيها الإخوة الأفاضل لدعم مرشحنا مرشح عمي تبون. هذا الاسم الذي أطلقه شبابنا لأنهم أحسوا أن السيد عبد المجيد تبون يمثل رمزية القرابة من خلال تعايشه وتماشيه مع متطلبات الشباب الاقتصادية والاجتماعية. هذا الرجل الذي أنشأ منحة البطالة وأعطاها للشباب. هنا خلوني نفتح قوس نرد على الناس اللي ما عجبتهم منحة البطالة. في الحقيقة هذه منحة البطالة التي رفعت الغبن الآن تقريبا أكثر من 2 ملايين شاب جزائري يتحصل على منحة البطالة. هذا الشاب الجزائري الذي تخرج من الجامعة والذي الآن يبحث عن العمل، عنده دبلوم تاعو يبحث عن العمل. سيد رئيس الجمهورية أول ما جاء دار هذه منحة البطالة، هذه المنحة التي تحفظ كرامة الشاب الجزائري. الشاب الجزائري جاء عبد المجيد تبون باش يحفظ كرامة الشاب الجزائري أعطى له هذه منحة البطالة. كاينين الناس الآن نسمعوا فيهم هذو الأيامات يقول لك وعلاه رانا نخسروا في الدراهم، الشباب لازم يخدموا. أكيد هنا كنا مع أنه الشباب لازم يخدموا، وخير دليل على أن الشباب لازم يخدموا رانا نشوفوا المشاريع التي أعطيت بعد صدور قانون الاستثمار الذي فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، أمام المستثمرين الجزائريين، أننا رفع القيود البيروقراطية على المستثمرين. وهذه المشاريع الكفيلة أنها تفتح مناصب شغل للشباب الجزائري. منحة البطالة هذه التي ندافع عنها. لما نهضر على منحة البطالة لازم نفهموا أيها الإخوة الأفاضل، سيد رئيس الجمهورية كي جاء حبس منابع الفساد. لكن نبدأ نحسب الآن في منحة البطالة التي تعطى إلى الشباب الجزائري، جملين شاب جزائري كانت تعطى إلى بعض رجال الأعمال، كانوا يأخذوها تحت الصفقات، تحت الطاولة. فيرتوب أول قناة إلكترونية. Voilà, donc le fils de Bengrina, Alam Koulihal, j'ai rien compris. Il a parlé de l'allocation chômage, de l'Fassad, de Abdelrahim Moussaour. Si certains qui sont aux commandes en Algérie, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, pensent nous mettre dos à dos avec ces jeunes Algériens qui bénéficient de cette allocation chômage, je pense qu'ils se trompent de chemin. Parce que moi, ce que je dis, et je l'assume, à toute la jeunesse algérienne, à tous ces chômeurs, à tous ces diplômés, toutes ces diplômés en Algérie, à chaque fois qu'il y a dans la loi ou de façon réglementaire des sommes d'argent qui vous sont allouées, prenez-le parce que c'est votre argent comparé à ces milliards de dollars qui sont volés, qui sont détournés par les dirigeants et leurs familles, leurs enfants qui habitent, qui ont des appartements et des maisons de luxe à l'étranger. Donc c'est votre argent. Mais cela ne nous empêche pas de porter une réflexion économique. Parce que quand vanter la question de l'allocation au chômage et en faire un projet éternel, je pense que là, on tournerait le dos de façon relative au fait de trouver du travail, à l'emploi. Ce président qui promet je ne sais combien de millions
D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Si je parle d'Abdelmajid Tebboune, je parle certainement de la continuité de ce système qui nous a toujours vanté l'implication de la jeunesse dans la question économique et politique en Algérie, le respect des droits des femmes, le respect de cette égalité. Il parlait même de la constitutionnalisation des droits de la jeunesse en créant par exemple le Haut Conseil de la jeunesse en Algérie qui est en réalité qu'un appui à c'est-à-dire de ce système au sein de la jeunesse. Si on parle de la jeunesse, moi j'aimerais bien expliquer un point en quelques secondes, si tu me permets, mon frère. Très rapidement, Abdelrahman. On se demande quel est le sort de ces milliers d'Algériennes et d'Algériens qui prennent des embarcations de fortune pour aller de l'autre rive de la Méditerranée. Ça, c'est une question sociale et sociétale qu'il faut se poser, mais avec laquelle on peut expliquer la faillite de ce système et, c'est-à-dire de façon particulière, la faillite de ce président désigné qui a en 2019. Très bien, restez avec nous, Abdelrahim. Menouar Jaadi, je vais revenir vers vous. Donc, Abdelrahim Moussawar parle de la faillite d'un système, mais aussi beaucoup de messages qui me sont envoyés par rapport à votre participation à nos émissions. Je suis d'abord très content de vous avoir dans cette émission et vous avez la liberté de vous exprimer. Mais la question qu'on me pose, pourquoi Menouar Jaadi a soutenu le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika alors qu'on parle de l'ère de l'Aïsaba, et maintenant il soutient donc Abdelmajid Tebboune qui était ministre, il faut le rappeler, l'a rappelé donc Abdelrahim Moussawar, ministre de l'Habitat, donc dans le gouvernement de Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui a changé, Menouar Jaadi? Avant que je vous réponde, si vous me permettez, tout à l'heure vous parlez du complot et il y a, ce qui se passe, ce qui s'est passé en Algérie pour barrer la route à M. Abdelmajid Tebboune. Ça se comprend, je dirais, c'est pas des opposants politiques, mais même les puissances. Lorsque vous entendez parler d'un président qui parle de la souveraineté nationale, qu'il parle de la souveraineté alimentaire, lorsqu'il parle de la souveraineté de la sécurité alimentaire, il parle de la sécurité énergétique, sanitaire, hydrique, et lorsqu'il parle que d'ici peu de temps, l'Algérie consommera son propre sucre, son propre huile, fabriqués en matière première ici en Algérie. Lorsque vous parlez que à très court terme, l'Algérie n'importera plus le blé. D'ici à moyen terme, l'Algérie n'importera plus la viande ni blanche ni rouge, ni la poudre de lait. C'est ça qui est... L'Algérie commence à gêner justement ces puissances. Et je termine par ceci. Vous savez que 30-40% de la demande ou des besoins de la Chine en acier ou en fer dépend de l'Australie. Qui dit Australie, des Américains. Maintenant, avec Rajbilet, les Chinois sont associés à l'Algérie. Donc, effectivement, l'Algérie s'associe avec les Chinois et les Américains commencent à perdre leur influence en ce qui concerne les aciers et les minéraux de fer. C'est ça justement l'Algérie qui commence à gêner. L'Algérie est en train d'exploiter au maximum d'ici à moyen terme les phosphates, l'est du pays à Tbissa. Maintenant, nos voisins, l'est et à l'ouest, sont gênés parce qu'avec les 10 000 tonnes de transformation ou d'exportation vers l'étranger, va gêner nos frères de l'ouest avec la complicité de la France. C'est ça la géopolitique. Je termine avec ceci. Moi, j'appartiens à un parti État, le parti du Front de la Libération Nationale. Nous avons un programme. Nous avons les militants intègres. Je parle des militants du Front de la Libération Nationale. Moi, personnellement, j'ai plus de 40 ans au rang de ce parti, depuis mon jeune âge. Donc, je suis l'Algérie, je ne peux pas, معليش قولها لنا بالدرجة J'ai soutenu Bouteflika au début parce que il avait il commençait de faire beaucoup de choses de positives. Le paiement
par anticipation la dette extérieure de l'Algérie qui tournait autour de 25 ou 28 milliards de dollars. Il commençait à, surtout les erreurs que nous avons faites durant les années 70, et il a commencé à s'orienter sur les infrastructures de base. C'est ça justement ce qu'on appelle le développement durable. Aujourd'hui, avec M. Tebboune, il suit cette politique pour que l'Algérie, avec les infrastructures de base, avec ce que j'ai avancé tout à l'heure sur les différentes sur la sécurité alimentaire, etc., sur la souveraineté, l'Algérie, parce que l'Algérie a vécu dans le début des années 90 avec le ruissellement de la dette de l'Algérie, avec le FMI, elle nous a imposé des conditions draconiennes. C'est pour l'Algérie, pourquoi M. Tebboune, il ne va pas adhérer à l'OMC, il ne va pas adhérer il ne va pas donner, il ne va pas tendre sa main au Fonds monétaire international. Alhamdoulilah ya Rabbi, nous avons des réserves de change qui tournent de 70 milliards et cette année 2004, on va atteindre déjà 80 milliards de dollars. Avec une balance commerciale positive, avec la balance des paiements positive, et avec l'Algérie qui prospère, Inch'Allah, très bien. Restez avec nous, Mnowar Jaadi. Vous êtes en train de dire que l'Algérie est un pays souverain sous la présidence d'Ahmadji Tebboune. Je vais terminer cette émission avec vous, Adel Khalif. Vous avez entendu nos invités. Je vais vous laisser, donc, si vous voulez, rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais surtout sur la question du complot. Le titre, Le Soir d'Algérie, parle de complot contre la réélection de Ahmadji Tebboune. Est-ce qu'on est dans le complotisme qui est devenu donc une maladie algérienne? Alors, écoutez, moi ce que je peux dire, c'est comme suite. Et d'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas plus de 2 heures avec un très bon ami à moi que je salue. Cette histoire de complot, je donne mon opinion et mon analyse extérieure. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que l'Algérie souffre d'un système gangréné. Je ne pense pas que l'Algérie souffre d'un bon ou d'un mauvais président. Elle souffre d'un très mauvais système. La cause principale, c'est quoi? C'est les contradictions qui sont vécues par le peuple et par les opinions à l'international. Par exemple, je vous donne une des plus grandes contradictions de l'Algérie, si ce n'est la plus grande contradiction de l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, certes, elle a beaucoup de gens qui la jalousent. C'est un pays qui est très riche. Il y a des aspects géostratégiques internationaux qui ont fait que l'Algérie se trouve dans une position de force. En l'occurrence, le conflit actuel russo-ukraine avec l'Ukraine a fait que l'Algérie devienne un client très important. Donc surtout exactement. Non, mais surtout géographiquement. Nous, pour faire acheminer, voilà. Donc tout ça, c'est une force que l'Algérie possède, que la Russie ne possède pas et que d'autres producteurs, même le Qatar, ne possèdent pas. Bon, alors, le problème, c'est pourquoi la contradiction? Maintenant, l'erreur du système actuel en Algérie, qui cause et qui aggrave ces problèmes par rapport à la communauté internationale, c'est que, au lieu d'aller confronter les gens à l'extérieur, le système a tendance de se retourner contre les gens qui sont à l'intérieur du pays, en tapant dessus. Et c'est ça l'erreur. Pourquoi? Parce que, maintenant... il se fait plus. Exactement. Et il donne tout un tas d'autoroutes aux gens à l'extérieur de le frapper encore plus. Et donc ça vous démontre, ça c'est des symptômes. Vous savez, quand vous lisez l'écriture de quelqu'un, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur scanner que l'écriture. Moi, quand je lis l'écriture de quelqu'un, c'est comme si je voyais son scanner. Je comprends de qui il s'agit, qui est cette personne. Tout ça, c'est les symptômes d'un système qui est très mal géré de l'intérieur. Je donne un autre exemple de contradiction. On va parler de l'économie et on va parler social, très rapidement. Quand vous avez un ministre qui attaque la France le matin, et que le soir, il va demander un visa pour la France, ça c'est une contradiction. C'est complètement ridicule. Donc, on nourrit les gens qui sont à l'extérieur. Je cite un exemple d'un grand pays, d'une très grande puissance économique, la Chine. Vous savez comment la Chine renforce sa santé financière et sa santé économique? C'est en allant chercher au sein de ses partenaires ou même de ses ennemis où se trouvent leurs contradictions. Le système algérien génère tellement de contradictions dans sa communication, dans sa façon de faire, qu'il est en train de se cogner lui-même. Et on l'a vu dernièrement, par exemple, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, l'interview d'Ahmadji Tebboune qui déclare que la visite en France était d'ordre historique et
quelques semaines après, on était obligé de rappeler l'ambassadeur algérien donc, en France par rapport donc, à la situation ou le revirement donc, de la France par rapport à la question du Sahel. Donc, oui, c'est juste, vous êtes en train de parler de contradiction. Oui, mais écoutez, j'ai entendu aussi, je veux rebondir très rapidement sur un autre point que vos sympathiques invités ont énuméré et mentionné, l'économie nationale. J'ai envie de dire quelque chose à tous vous téléspectatrices et spectateurs, et beaucoup de gens ignorent ça. Si je vous posais la question à vous, savez-vous quel est le meilleur modèle économique au monde? À votre avis? Vous auriez pensé, allez-y. On va dire américain. L'Amérique, voilà. Ça, c'est une réponse très rationnelle. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quel est le meilleur modèle économique au monde qui peut encourager, Inch'Allah, l'Algérie et les Algériens. Le meilleur modèle économique au monde, c'est Gaza. C'est Gaza. Pourquoi? C'est un pays qui est sous embargo. Rien ne rentre à Gaza. Rien ne sort de Gaza. Vous savez qu'à Gaza, tout ce qui est consommé à Gaza est fait dans Gaza. Et ils ont construit un écosystème à l'intérieur extraordinaire. Moi, j'ai acheté, j'ai mangé des yaourts, des gâteaux, des produits de charcuterie faits à Gaza. Si vous voyez la finition, comment c'est fait, c'est extraordinaire. Donc quand vous êtes condamné, vous devenez plus fort, vous produisez. L'Algérie, un pays qui a 1500 ou 1600 kilomètres de côte, qui a tellement de capacités, qui a tellement de trucs, n'arrive pas à construire son industrie, n'arrive pas à se développer économiquement. Pourquoi? Encore une fois, on revient à un système intérieur. Je conclus par ce point, pour revenir sur l'argent détourné, et qui, j'espère, va éclaircir tout le monde. Je pense qu'il faut se rappeler, en 2017, le président actuel était nommé Premier ministre. Moi, je me rappelle, quand il était nommé Premier ministre, il avait montré sa bonne foi, il avait attaqué directement et frontalement Ali Haddad, qui était à l'école de tourisme je ne sais plus, à côté de la Madraque, c'est une école d'hôtellerie, etc. Il avait demandé qu'il ne soit pas là-bas quand lui est arrivé. Et il a attaqué lui et d'autres oligarques. Donc il a déjà montré sa bonne foi, Melbekri. Or, je finis sur ça. Ce président de la République est un homme qui n'a pas une mauvaise foi, mais ce qu'on peut lui reprocher, ce que moi je lui reproche, c'est que c'est un homme qui n'a pas su s'entourer. Et c'est un homme qui a construit sa propre fragilité politico-économique. Merci beaucoup Adel Khalif. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Adel Khalif, consultant international en télécom, bancaire aussi et économie. Merci de vous avoir dans cette émission. Dr Hassan Hirish, docteur en sciences économiques et analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Abdelrahim Oussawar, enseignant universitaire, militant politique. Merci aussi à Mnawar Jahdi, ancien député de l'APN, président de la commission des transports et télécommunications. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, bqaw ala khair. Je sais que c'est... Mais tu n'as pas